Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h sur Spectrum Télévision. Le vent des vacances souffle déjà sur l'étendue du territoire national. Dans un contexte marqué par la pandémie du coronavirus, comment les jeunes vacanciers le constat est général, les enfants aux activités estivales en cette période où les cours de vacances ont également commencé et le monde repense dans le 20h. Suite ce soir de notre série entamée hier sur le choléra avec Makeda Lidinyotsam, nous verrons comment nombreux sont les jeunes Camerounais ou les Camerounais qui ignorent l'existence du vaccin anti-cholérique. Après les assises du Conseil supérieur de la magistrature, lequel le Conseil a donné naissance à des nominations, l'heure est aux analyses. À suivre dans ce journal, la réaction de Maître Claude Assira. Une fois de plus, bonsoir, Madame, Monsieur. À l'issue du Conseil supérieur de la magistrature suprême et qui a eu lieu le lundi 10 août 2020 au Palais de l'Unité, Paul Biya nomme de nouveaux présidents pour les 3 chambres de la Cour suprême du Cameroun. Outre la promotion ou les promotions de magistrats, le Conseil consacre l'entrée en fonction des auditeurs chargés d'appliquer la justice dans les régions anglophones. Dites-vous, Mireille Siabier. Fonga Foukoui comme président de la dite chambre. Avant sa nomination à ce poste, il était secrétaire général du ministère de la Justice. Daniel Eteki Ndoumbe est depuis ce lundi le président de la chambre administrative. Avant sa nomination, le magistrat hors hiérarchie était conseiller à la Cour suprême. Yap Abdou a été porté président de la chambre des comptes. Le premier à diriger le tribunal criminel spécial était avant sa nomination premier avocat de la Cour suprême. Annie Noël Baonoui Batende est la nouvelle présidente du tribunal criminel spécial. Elle remplace Emmanuel Ndjiré, envoyé à la Cour suprême. Elle était jusqu'à sa promotion vice-présidente de ce tribunal chargé de réprimer les actes d'atteinte à la fortune publique. Les archives rappellent que c'est cette dernière qui avait fait incarcérer l'ancien ministre Mbapes en Kondengui. On peut y voir un signe dans l'accélération de l'opération Épervier. Le tribunal criminel spécial, qui pilote notamment la très redoutée opération Épervier, sera désormais dirigé par 2 femmes, dont la procureure Justine Aimé Ngounou, en poste depuis 2015, ayant été maintenue dans ses fonctions. Le procureur général du littoral a été élevé à la hors hiérarchie. Premier groupe est nommé premier avocat général à la Cour suprême. Conseiller technique, Mbongeno Jean-Marie, magistrat hors hiérarchie, 2e groupe, précédemment inspecteur à l'inspection générale des services judiciaires du ministère de la Justice en remplacement de M. Mvondor Evezo Jean-Pierre, admis à faire valoir ses droits à la retraite. Dans le même sillage, l'ex-ministre de la fonction publique, Ange-Michel Angui, est nommé conseiller technique au ministère de la Justice. Il remplace à ce poste Marcel Yono Eba, admis à la retraite. Disons que le corps judiciaire du Cameroun s'enrichit de premiers magistrats spécialisés de la Common Law grâce à l'intégration des auditeurs de la justice spécialisés en la matière. Ces derniers rejoignent la magistrature après 2 ans de formation au sein de la section Common Law à l'École nationale d'administration et de magistrature. Une branche créée en urgence en 2017 à la suite des revendications des avocats d'expression anglaise qui s'offusquaient de la prégnance de personnel judiciaire francophone dans les prétoires du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Des nominations à la suite du Conseil supérieur de la magistrature présidé par le président de la République après celui de juin 2017. On vous l'a dit donc en titre, après ce Conseil supérieur de la magistrature, des analyses commencent à fuser de part et d'autre. On vous invite à présent à suivre la réaction de Claude Assira, joint au téléphone par notre reporter Léla Renganzeux sur les images d'archives. 3 années après sa dernière session, le Conseil supérieur de la magistrature s'est réuni ce 10 août au Palais de l'Unité à Yaoundé. Chapeauté par le président de la République, président du dit Conseil, ces assises ont entre autres consacré l'intégration des auditeurs de justice de la session Common Law récemment créée à l'ENAM dans le corps judiciaire, mais aussi permis aux membres du Conseil de donner leur avis sur divers points à l'instar de l'affectation et de la nomination des magistrats. Alors, j'ai le sentiment quand même que le Conseil supérieur de la magistrature qui s'est tenu à Yaoundé hier, 10 août,
2020 me semble être comporter des décisions qui ont un caractère au moins logique et compréhensible, contrairement au précédent où on s'est retrouvé parfois avec des nominations calamiteuses, surprenantes en tout cas pour le moins, qui trahissaient une gestion de carrière des magistrats cataclysmique. Alors, on ne change pas du jour au lendemain. Il n'est pas possible d'avoir été dans la partialité que nous avons souvent observée, et puis d'un conseil à l'autre tomber dans la vertu absolue, mais il y a quand même une relative amélioration par rapport au dernier conseil qui, il faut le dire, a été vraiment catastrophique en ce qui concerne la gestion des personnes, l'attribution extrêmement subjective et difficile à comprendre d'un certain nombre de postes. Grande surprise cependant, alors que la précédente session avait donné le feu vert pour que soit revoqué du corps de la magistrature le célèbre magistrat Pascal Maniagmabé, accusé de malversation financière et foncière, celle de ce 10 août n'a examiné aucun dossier disciplinaire de magistrat. Quand vous avez comme c'est le cas, beaucoup de personnes, de cas qui sont douteux, sur lequel on aurait mieux fait de se pencher rapidement pour essayer d'examiner la pertinence et le bien fondé des soupçons, des accusations qui peuvent parfois être portées contre ces personnes, ces magistrats, et que il n'y a même pas de commission disciplinaire du tout, rien que pour sonner en quelque sorte le glas d'un certain nombre de comportements. Ça aussi, ça peut induire un mauvais message qui peut donner à certains magistrats à penser que quoi qu'ils fassent, ils auront toujours la couverture de la plus haute instance dans le domaine, le Conseil supérieur de la magistrature. Et ça, de ce point de vue, c'est un très 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 mauvais message. Notons que selon les tests, le Conseil supérieur de la magistrature est tenu de siéger au moins 2 fois chaque année, c'est-à-dire au mois de juin et décembre. Mais avant la session de ce 10 août, la précédente remonte au 7 juin 2017. Dans un communiqué daté du 11 août et signé par le secrétaire général des services du Premier ministre, le public est informé que sur très haute instruction du président de la République, le Premier ministre chef du gouvernement a signé un décret portant classement au domaine privé de l'État d'une portion de forêt de 68 385 hectares constituée en unité forestière d'aménagement dénommée UFA 07006 située dans les départements du Nkam et de la Sanaga maritime, région du littoral. Dans ce même communiqué, il est indiqué que le chef de l'État a ordonné de surseoir à la procédure de classement de la portion de forêt de 65 007 hectares située dans le département du Nkam et constituée en unité forestière d'aménagement UFA 07005. Bien avant ce décret signé ce jour, Maître Emmanuel Sim, troisième vice-président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, en posture d'invité, en parlait dimanche au cours de l'émission Face à l'actu sur Spectrum Télévision. Nous l'écoutons à nouveau. Dans une région où il y a des gens qui depuis des millénaires y ont toujours vécu, et leur dire, écoutez, vos terres seront vendues ou seront transformées en ceci ou en cela, sans que ces personnes aient été en amont consultées et qu'on ait pu se trouver avec ces personnes-là, ces populations-là, des chemins de sortie. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Et je dis, le président de la République, je pense que ce décret qui a été pris il y a quelques jours a été pris un peu trop vite, parce que nous avons quand même averti le ministre des Forêts de ce que ce n'était pas une bonne décision à prendre, mais il est passé en force. Je ne veux pas que cette affaire-là soit personnalisée. Nous n'avons pas affaire à des frères qui peut-être ne comprennent pas. Nous avons affaire simplement au gouvernement camerounais qui doit tenir ses paroles, tenir sa parole, je vais dire, nous ramener chez nous et ne pas privatiser nos terres. Il y a des modalités qu'on peut utiliser, tout le monde le sait. On peut faire les forêts communautaires, par exemple. Les forêts communautaires permettent d'exploiter le bois, mais en ayant à l'intérieur les populations autochtones.
Il faut protéger les peuples autochtones, tel est l'appel de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés au pouvoir public. Un appel qui arrive au moment où l'on célèbre l'édition 2020 de la journée des personnes autochtones dans un contexte marqué par la pandémie du coronavirus. Le point de la déclaration de la Commission dans ce reportage de Olivier Bouzike. La situation des peuples autochtones camerounais préoccupe la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés. Malgré les multiples dénonciations faites par le passé et les efforts consentis par le gouvernement, leur frustration demeure. Entre autres, marginalisation, appropriation illégale de leurs terres, manque des services sociaux de base. Selon la Commission, la pandémie du coronavirus a davantage creusé la plaie. Cette commission se réjouit, certes, de la résilience des peuples autochtones face à cette pandémie, signale cependant l'urgence de renforcer leur accès aux infrastructures de santé et aux soins de base pour les mettre à l'abri du coronavirus. L'instance des droits de l'homme déplore également l'impact des crises sécuritaires à l'extrême nord, à l'est et dans le Nozo sur les peuples autochtones. Prenons pour exemple les peuples Mbororo, régulièrement victimes des enlèvements, tortures, incendies des maisons dans le cadre de la crise anglophone. La Commission appelle les pouvoirs publics à protéger ces peuples vulnérables, tout en saluant l'option du gouvernement de réserver les postes de maire de ville aux conseillers municipaux autochtones de la région. Elle invite l'administration camerounaise à donner plein effet à l'alinéa 3 de l'article 57 de la Constitution qui réserve le poste de président de l'exécutif régional à une personne autochtone. En clair, la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés insiste sur la nécessité et l'urgence de respecter les droits des populations autochtones sur tous les plans. Cette sortie s'inscrit en effet dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des peuples autochtones le 9 août 2020. Parlons à présent de la construction de l'autoroute Douala-Yaoundé qui suscite de nombreux débats dans la capitale politique. Selon des analystes des questions économiques, la réalisation de certains travaux supplémentaires a été surévaluée par le maître d'ouvrage. L'œuvre, il faut le dire, est censée être livrée fin 2020. Reportage. À date, la construction de la première partie de l'autoroute Douala-Yaoundé, long de 60 km, a été réalisée à près de 91%. Environ 80% du budget initial des travaux, soit 284 milliards de francs CFA, ont déjà été décaissés selon le ministère des Travaux publics, maître d'ouvrage. Sauf que pour Emmanuel Nganou-Dumessi, le parachèvement des 20% restants induira des travaux supplémentaires sur l'œuvre, notamment la construction des voies et ouvrages de raccordement de la première section de l'autoroute au réseau routier, ainsi que les travaux de la section courante, lesquels n'avaient pas été pris en charge dans le montant initial du marché. Selon le maître d'ouvrage, la réalisation de cette prestation additionnelle devra coûter environ 84 milliards de francs CFA, toutes taxes comprises, ce qui fera au terme des travaux une dépense globale d'environ 338 milliards de francs CFA. Sauf que le devis du ministre des Travaux publics ne fait pas l'unanimité dans les rues de la capitale politique. Ce journaliste spécialisé dans les questions d'économie, dans une enquête publiée le 10 août, a évoqué l'hypothèse d'une surévaluation du projet. Le ministère des Travaux publics estime que pour achever 9% du projet, il lui faut 100 milliards de francs CFA, alors que les 90% du projet ont été réalisés avec 225 milliards. Donc, c'est complètement surréaliste. Pourtant, selon le maître d'ouvrage, la réalisation de ces travaux supplémentaires facilitera la mise en exploitation des 60 premiers kilomètres de cette autoroute qui reliera à terme les deux capitales du pays. Mais à quel prix? Telle est la question qui dérange les experts. Pour ce journaliste, le problème se pose au niveau du contrat commercial paraphé dans le cadre de ce projet. Cette surévaluation est notamment expliquée par le fait que les besoins supplémentaires pour achever les 60 premiers kilomètres de l'autoroute Yaoundé-Douala n'ont pas été faits sur la base des prestations prévues dans le marché public, mais plutôt sur la base du contrat commercial qui, d'après l'ancien ministre des Travaux publics que nous avons interviewé, contenait plutôt des estimations très approximatives. Au ministère des Travaux publics,
L'on justifie ces travaux additionnels par l'amélioration du profil en travers de l'autoroute qui a occasionné des dépenses supplémentaires. Dans la région du sud-ouest et puis précisément dans l'arrondissement de Koumba, les autorités veulent lutter contre les villes mortes depuis quelques semaines. Celles-ci apposent des scellés sur les boutiques qui n'ouvrent pas le lundi en respect au mot d'ordre des séparatistes. Ce lundi, le préfet et son état-major étaient à nouveau sur le terrain. Ils passent et les scellés suivent. Le préfet du département de la Mémé, nous sommes là dans la région du sud-ouest, est descendu ce lundi au marché principal de Koumba avec dans sa suite le maire de la ville, le maire de la commune d'arrondissement de Koumba 2e. Objectif, sceller les commerces qui ont respecté le ghost town. Nous, le conseil, avons décidé de faire cette opération dans le but de stopper les villes mortes. Voilà pourquoi je suis dehors avec mon équipe, le sous-préfet et les autres autorités de ma zone pour s'assurer que les boutiques sont scellées. Cette phase répressive arrive après des communiqués appelant les commerçants à ne plus fermer leurs échoppes les lundis. Les contrevenants s'exposent à des sanctions. Si un commerce est scellé, les propriétaires doivent venir dans mes services après 6 jours. Je pense qu'avec cela, la population va changer sa façon de penser. Si votre boutique est scellée lundi, vous venez le lundi qui suit. Vous payez 25 000 francs et votre boutique sera réouverte. Cette campagne initiée par les autorités de la ville de Koumba en est à sa 3e sortie. Rappelons que les villes mortes ont été instituées par des séparatistes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest en proie à une crise sociopolitique depuis 2016. Parlons à présent santé dans ce journal. On indique d'entrée que le ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Jean-Fam Dongo, a présidé ce jour par visioconférence une réunion d'évaluation des mises en œuvre de la stratégie de riposte contre du coronavirus dans les institutions universitaires. Aucun décès enregistré. Les examens vont de fin d'année. Académique, les examens de fin d'année, voilà, sont donc en cours. Les précisions dans ce reportage de Mireille Savier. Au moment où l'on enregistre près de 800 cas de choléra dans la région du littoral, nombreux sont les habitants de la ville de Douala qui ignorent l'existence de vaccins anticolériques comme méthode de prévention contre cette maladie. Non, moi je ne suis pas au courant. Enfin, vaccin au choléra où? Au Cameroun? Non, enfin je suis très peu les informations. Je ne suis même pas au courant qu'il y a le vaccin contre le choléra. J'ai entendu parler qu'il y a le choléra, mais le vaccin, je n'ai pas encore entendu parler. Et pourtant, le vaccin anticolérique existe. En fait, le choléra également fait partie des maladies qui bénéficient d'un vaccin, d'accord, et dont le vaccin a quand même prouvé son efficacité. Donc, bien que ce soit une maladie hydrique qui est manuportée, qui se transmet de main en main et la consommation des eaux souillées, d'accord, le vaccin a été développé pour apporter une mesure complémentaire à toutes les autres mesures, je l'ai dit tantôt, et pour pouvoir apporter une réponse complète à toutes nos populations qui sont exposées. Le vaccin est donc une mesure complémentaire car son efficacité n'est pas totale et est limitée dans le temps. Conclusion, le début de la prévention contre le choléra commence par le respect des règles générales d'hygiène, précisent les médecins. On parle donc du ministère de l'Enseignement supérieur. Nous vous disons donc qu'il y a quelques instants, le professeur Jean-Fam Dongo a tenu donc par visioconférence une session de travail en vue d'évaluer le travail qui a été fait jusqu'ici, un travail qui consiste à lutter efficacement contre la propagation de la pandémie du coronavirus.
Au cours de cette réunion d'évaluation de la riposte anti-Covid au sein des campus, le ministre de l'Enseignement supérieur a tour à tour donné la parole à chaque chef d'institution universitaire, soit les 8 d'État et l'inter-État. Quelques cas de Covid déclarés, des prises en charge rapides, aucun décès enregistré côté enseignants ou étudiants. Chaque université a reçu des dons en kit anti-Covid et engagé des dépenses au niveau de son propre budget et pris des dispositions particulières pour faire face à la dite pandémie. L'on note également que les cours ont repris au mois de juillet comme prévu et les examens sont actuellement en cours dans la plupart des universités et ceux-ci se clôtureront d'ici la fin du mois d'août 2020, exactement le 31. Il faut préciser que l'université Inter-État Congo a dit avoir commencé avec le retard d'une semaine. Pour l'ensemble, les cours en numérique ont accompagné les étudiants durant la période d'arrêt. Mais au retour dans les amphis, des cours de remise à niveau ont été faits. L'université de Tchang indique qu'elle a publié environ 9 articles scientifiques sur le coronavirus au niveau international. Les faits sont là, les faits sont positifs, les résultats sont probants. Nous ne pouvons que nous féliciter de cette résilience, de cette créativité, cette proactivité des chefs des institutions universitaires. Parlant du recrutement spécial du chef de l'État, chaque université dit avoir reçu un quota. Par rapport au poste, elles attendent toujours. Toutefois, ces recteurs regrettent de n'avoir pas eu de candidature venant de la diaspora. Ce sont déjà les vacances pour les élèves du primaire, mais les salles de classe ne se sont pas complètement vidées et pour cause, les cours de remise à nouveau. Oriane Donkin. Le constat est général, les enfants ont pratiquement, sinon tout oublié, de ce qu'ils ont appris à l'école jusqu'en mars dernier. Bon, ce sont les cours de vacances, mais beaucoup plus c'est un peu les cours de remise à niveau. Nous faisons le diagnostic, ce qui va nous permettre de mieux entamer l'année scolaire 2020-2021. Parce que l'année 2019-2020 s'est achevée un peu plus tôt. Ce qui fait que si on ne fait pas cela, les enfants ne seront pas vraiment à niveau à la rentrée prochaine. La prochaine rentrée scolaire aura lieu en octobre 2020. Ici à l'école primaire bilingue EEC de Nouvelle-Centre, c'est dans le 2e arrondissement de la ville de Douala. Les 2 mois qui nous séparent de ce retour en classe sont mis à contribution. Ça dépendra des parents. Certains sont bien enthousiastes, ils veulent bien faire les cours. Donc d'autres observent encore. Parce que certains nous ont contactés même pendant qu'on était dans le confinement pour nous demander est-ce qu'on va faire les cours de vacances. Parce que vraiment les enfants... Donc c'est par rapport à cela, c'est en concertation avec les parents que nous avons lancé les cours de vacances. Cette remise à niveau nécessite tout de même une petite contribution des parents. C'est 3 000 francs par enfant. Les parents encore, puisque ils observent, ils ne savaient pas qu'on devait, avec la pandémie, ils ne savaient pas si on devait vraiment lancer les cours. Donc, c'est quand ils viennent voir les ateliers que nous sommes en train de travailler qu'ils viennent aussi inscrire. Donc, c'est progressivement que les enfants viennent. La pandémie du coronavirus n'a épargné aucun secteur d'activité. En éducation, afin de limiter la propagation du virus, les écoles ont été fermées. Conséquence, les cours n'ont pas suivi le processus normal. À présent, le round-up de l'actualité africaine avec nos partenaires de la Voix de l'Amérique. Au Nigeria, 13 villageois ont été abattus par des hommes armés dans l'état de Benue, dans le centre du pays, à la suite d'un litige autour de la chefferie locale. Plusieurs personnes ont également été blessées et des maisons ont été brûlées par des assaillants. Au Mali, l'opposition appelle de nouveau ses partisans dans les rues de Bamako et de toutes les villes du pays. Les 9 membres de la Cour constitutionnelle présidée par Amadou Ousmane Touré ont pris leurs fonctions lundi. L'ex-président nigérian et envoyé spécial de la CEDEAO, Goodluck Jonathan, appelle à la retenue. Le président tchadien Idriss Déby a reçu le grade de maréchal au cours d'une cérémonie organisée pour lui conférer le titre. L'événement coïncide avec le 60e anniversaire de l'indépendance du Tchad. Pour rappel, M. Déby est au pouvoir depuis 30 ans.
Le gouvernement nigérien a décidé de prolonger l'état d'urgence dans la ville de Kouré, dans le sud-ouest du pays, où 8 personnes ont été tuées dimanche. Le président Emmanuel Macron a annoncé mardi que les mesures de sécurité des Français au Sahel seront renforcées. Sur Spectrum Télévision, prochain rendez-vous demain lorsqu'il sera 20h, mesdames et messieurs. Restons fidèles, nos programmes se poursuivent en temps réel sur STV. Bonsoir. Au Nigeria, 13 villageois ont été abattus par des hommes armés dans l'état de Benue, dans le centre du pays.